Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec une très grande joie que nous vous retrouvons sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la première partie de l'entretien que nous a accordé la vénérable Khandro Rinpoche, l'une des détentrices des deux lignées Nyingmapa et Kagyupa du bouddhisme tibétain. Elle nous parle aujourd'hui de la vie d'Asanga Tokme Zangpo, grand yogi et érudit bouddhiste indien du 5e siècle. Partons dès à présent à sa rencontre. Khandro Rinpoche, bonjour. Hello. Alors vous êtes détentrice des deux lignées Nyingma et Kagyu du bouddhisme tibétain. Vous êtes également à la tête de la lignée Mindroling. Vous enseignez depuis bientôt une vingtaine d'années, à la fois en Europe et en Amérique du Nord. Je précise que vous avez également fondé le centre de retraite de Samtansé, un centre de retraite qui se trouve en Inde et qui accueille à la fois des laïcs et des religieux. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Khandro Rinpoche. Alors nous avons souhaité consacrer cette émission à un grand maître tibétain, Tokme Zangpo. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous expliquer d'où vient son nom? Quelle est l'origine de son nom? Well, the Asanga is the Sanskrit name, Asanga, c'est un nom sanskrit qui a été traduit en tibétain comme Tokme Zangpo. C'est un philosophe très connu qui a enseigné surtout sur la nature de l'esprit et des enseignements qui se situaient dans la tradition de Nagarjuna, après les enseignements du Bouddha. Son nom veut dire en fait quelque chose qui n'est pas obstrué par quelque obstacle que ce soit. C'est un nom très profond. Ce nom rappelle notre nature, celle enseignée par le Bouddha, la nature du non-soi, qui est la véritable nature de chaque être humain. Ce nom d'Asanga est synonyme du chemin des bodhisattvas, pour la réalisation de la nature de la compassion, de la nature véritable des êtres. Alors comme pour beaucoup de maîtres tibétains, son enfance a été très particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Khandro Rinpoche? Concernant son enfance, il est dit dans sa biographie qu'il est né dans un endroit aujourd'hui proche du Pakistan, du côté de Peshawar, et qu'il était d'une famille de brahmanes. Très jeune, on lui a enseigné les arts et il appartenait à la classe des guerriers. Il a reçu ces enseignements, cette formation, et quand il a grandi, il est devenu un excellent fils dans cette famille, qui fondait beaucoup d'espoir pour qu'il continue la tradition familiale. C'était quelqu'un de très curieux dans son enfance, toujours curieux pour apprendre davantage. Puis, à un moment donné, il a rencontré les enseignements du bouddhisme et des pratiquants. Et ceci l'a fortement inspiré à rentrer très jeune en retraite. L'un des moments très significatifs de sa jeunesse fut de s'engager dans ces retraites très studieuses, afin de reconnaître et de comprendre ce que le Bouddha enseignait, non seulement par les écritures et par l'étude, mais également par les expériences méditatives. L'une des périodes les plus importantes le concernant fut cette période de 12 années de retraite qu'il consacra à la pratique du protecteur Maitreya. En effet, quand le Bouddha enseignait en Inde, parmi tous les bodhisattvas, les êtres éveillés qui étaient là à recevoir ces enseignements, il y avait deux bodhisattvas principaux, Arya Maitreya et Arya Manjushri. Les enseignements d'Arya Maitreya touchèrent le cœur d'Asanga et il essaya en retraite de les réaliser. Donc on peut dire que ce fut l'une des périodes les plus importantes de sa vie. Alors ce maître était aussi très connu pour son immense compassion, vous en avez déjà dit un mot. Il y a d'ailleurs des exemples très précis qui nous montrent cet exercice de la compassion chez lui. Vous pouvez nous en parler, Khandro Rinpoche? La contribution essentielle, principale d'Asanga, c'était la pratique de la compassion, ce qu'on appelle la bodhicitta dans le bouddhisme, et de la rendre très accessible au commun des mortels. Il avait une méthode, une habilité particulière à parler d'une manière très simple avec les gens.
Et on doit comprendre, se rappeler qu'il était né à une époque postérieure au Bouddha, quand les enseignements avaient été surtout développés dans la grande université de Nalanda, avec les enseignements de Nagarjuna. Cette philosophie complexe du bouddhisme rendait parfois les enseignements inaccessibles et seulement compréhensibles à un petit nombre. Donc Asanga décida de parler aux gens du peuple d'une manière courante. Et ainsi, il rendit cette idée de compassion très souple, afin qu'elle puisse être pratiquée par les gens simples. Ainsi, cet enseignement, sa présentation devint très inspirante pour les gens. Cela a généré une approche de la bodhicitta plus souple, comparée à la manière stricte qui était le plus souvent appliquée dans les enseignements traditionnels. Alors, il y a un exemple notamment d'un épisode avec un mendiant, un épisode qui est très parlant de cette compassion. Vous pouvez nous le raconter, Khandro Rinpoche? Dans la vie d'Asanga, il y a plusieurs moments où il rencontre des situations qui démontrent sa compassion sans aucune hésitation. Ce sont de bons exemples en fait, et qui sont très significatifs. Par exemple, la rencontre avec quelqu'un qui était très malade, blessé, ou bien la rencontre avec un pauvre. Et le défi qui est posé là, c'est la dimension de la compassion que vous pouvez manifester sans aucun doute ni hésitation. Et c'est cela qui est un défi pour l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire d'être vraiment compassionné? Est-ce que c'est simplement quelque chose que l'on pratique ou est-ce que c'est quelque chose que l'on est véritablement? Il y a une différence fondamentale entre ces deux points. C'est la différence entre être vraiment compassionné ou faire un acte de compassion. Faire un acte de compassion, il appelait cela de la compassion intellectuelle. Être compassionné, il appelait cela comprendre qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire manifester votre véritable potentiel, cette capacité que nous avons tous. Sa vie a été aussi marquée par de nombreuses visions, notamment d'Avalokiteshvara. Quel a été le rôle de ces visions pour ce grand maître tibétain, Khandro Rinpoche? The vision is of his main emphasis on trying to achieve. Il a eu beaucoup de visions. Sa principale vision a surtout été de mettre l'accent sur l'éveil. C'est pourquoi il passa de nombreuses années en retraite afin d'accomplir les pratiques de méditation et d'accéder à la réalisation. Mais il s'aperçut que, quelle que soit la dimension de la pratique, le plus important, c'est quand l'esprit devient capable de générer la bienveillance, sans aucune attente personnelle, sans aucun attachement personnel. That there is actually no enlightenment. So when at a moment his mind really sees, à ce moment-là, il n'est pas difficile de... Donc, au moment où il comprit véritablement que la philosophie la plus importante pour la réalisation de l'éveil était un cœur bienveillant, c'est à ce moment-là que le bodhisattva apparut en face de lui et qu'il fut capable de développer davantage de conscience et l'esprit éveillé d'un Bouddha. C'est l'exemple que l'on prend habituellement dans sa vie, qui illustre cela, cette vie de bodhisattva. La pratique de la méditation est importante, mais seulement si elle peut amener un résultat positif dans l'esprit de l'être humain, un véritable changement profond. Mais alors pourquoi ces visions plus spécifiquement d'Avalokiteshvara, Khandro Rinpoche? Oui, Avalokiteshvara, c'est l'exemple même, la personnification de la compassion. Et donc, en tant que bouddhiste, quand nous pratiquons la méditation d'Avalokiteshvara, qui est le Bouddha de la compassion, on souhaite avoir sa réalisation. Mais est-ce que ce Bouddha est extérieur à soi-même? Qu'est-ce que cela signifie de dire « je vois le Bouddha » ? D'avoir la vision du Bouddha ou la vision d'Avalokiteshvara, qui est la personnification de la compassion, c'est d'être à même de pouvoir voir la véritable nature de notre esprit. Ce potentiel et cette vision-là, c'est un point très intéressant. Vision peut vouloir dire quelque chose qui est extérieur.
mais ça peut vouloir dire également voir intérieurement. Donc la façon dont nous comprenons le terme voir Avalokiteshvara ou cette vision, c'est de voir cette indivisibilité entre ce Bouddha de compassion comme n'étant pas séparé ni distinct du potentiel de notre propre esprit. Ceci peut être considéré comme une vision. Alors j'aimerais que l'on aborde un autre aspect de la vie de Dogme Zangpo, car c'était quelqu'un de très érudit. Dans quel domaine plus spécifiquement qu'Andro Rinpoche? Nous devons voir et comprendre que le bouddhisme a eu son origine à l'époque du Bouddha et s'est ensuite développé en Inde. Mais bien entendu, il s'est développé dans un pays qui avait une tradition hindoue bien établie. Donc, après le départ du Bouddha, il est devenu important de préserver ses enseignements. Il y a eu plusieurs conciles. Plusieurs maîtres ont maintenu ces enseignements et les ont propagés. Par exemple, les enseignements de Nagarjuna sont devenus très importants en Inde. La contribution essentielle d'Asanga durant toute sa vie fut de présenter ces mêmes enseignements sur la vacuité. D'un point de vue, je ne dirais pas d'une approche différente, mais beaucoup plus souple, plus accessible. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'école de la tradition du Yogacarya. Et c'est Asanga qui introduisit cette école. La mort de ce grand maître tibétain a été très particulière, on imagine. Il a formulé notamment un souhait de renaissance très particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot pour terminer cette émission, Khandro Rinpoche? En général, je pense que ces personnes qui ont une telle capacité, une telle réalisation au moment de la mort, ces personnes peuvent choisir de renaître d'une manière ou d'une autre. Et elles utilisent cet esprit éveillé pour venir en aide à autrui. Quand vous avez cette aspiration pour le bien des êtres, il n'y a pas besoin nécessairement de planifier quelque chose. Parce que du point de vue de la perspective bouddhiste, le karma est très important. Vous pouvez planter une cause, mais la cause est dépendante d'autres causes et conditions. Et donc, la meilleure façon d'envisager cela, peut-être, c'est d'avoir une très forte aspiration, de venir en aide à autrui. Donc, les bodhisattvas ont toujours cette aspiration. Puissais-je naître dans un endroit où, d'une manière ou d'une autre, être des plus bénéfiques, sans trop de planification ni de stratégie. Et est-ce que des disciples ont pris sa relève à sa suite? Oui, bien sûr. Le principal disciple d'Asanga était son frère Vasubandhu. Il était aussi très connu. Vasubandhu a écrit de nombreux commentaires sur les enseignements d'Asanga. Ils furent tous deux des grands maîtres qui ont diffusé l'enseignement. Il y eut Dipanga Atisha, qui fut aussi l'un des successeurs dans la tradition. Également, Atisha reçut ses enseignements, puis il alla au Tibet, où il développa les enseignements du Mahayana. Aujourd'hui, dans le bouddhisme tibétain, beaucoup des enseignements que nous avons viennent d'Asanga, de cette tradition. Merci beaucoup, Khandro Rinpoche, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avant de nous quitter, voici l'ouvrage sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission. Vivre en fils des Bouddhas, le commentaire de Khenpo Dönyu Rinpoche, du texte Les 37 pratiques des fils des vainqueurs de Dogme Zangpo aux éditions Claire Lumière. Une œuvre très connue et très renommée dans le monde monastique tibétain. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dimanche prochain pour la suite de cet entretien.